Avec nous, Lynne Morissette, biologiste spécialiste des mammifères marins. Madame Morissette, bonsoir. Bonsoir. Que je vous parle en direct de Rimouski. C'est un plaisir de sentir l'air de chez vous jusqu'à chez nous. Oui, on le sent, je l'imagine. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'elle faisait là? C'est quoi votre théorie, vous? Non, j'ai une question avant. Une baleine, une orcale à bosse de 3 ans, 2 ou 3 ans, est-ce qu'elle vit encore avec ses parents, comme les petits ours qui vivent longtemps, ou elle est autonome à cet âge-là d'habitude? Normalement, les baleines à cet âge-là sont sevrées, donc ils n'ont plus besoin de leur mère, mais c'est des animaux qui ont des comportements sociaux quand même assez importants. Donc, normalement, dépendamment des espèces, il y a vraiment des clans, des unités familiales qui se créent. C'est d'autant plus vrai chez d'autres espèces comme les épaulards, mais même chez les baleines à bosse, on voit souvent des groupes familiaux être ensemble. Mais au niveau de la survie, là, à 2-3 ans, c'était pas un animal qui dépendait de sa mère. OK. Donc, elle pouvait... c'est ça, elle était sevrée, comme vous dites, mais habituellement, on continue à vivre dans le clan, dans la famille. Oui, bien, c'est des animaux qui vivent en groupe. Hein? Ils se retrouvent à peu près au même endroit pour s'alimenter, souvent en groupe aussi. Donc, une baleine solitaire comme ça, c'est très, très rare. Très bien. Alors, l'autre question, que faisait-elle à Montréal? Parce que c'est quand même un bon bout, là. Ces animaux-là ont un sens, ont des radars et tout ça. Qu'est-ce qu'elle faisait si bas? C'est très, très difficile d'avoir une réponse exacte pour ça, mais des animaux vagabonds, des baleines ou d'autres espèces animales, ça arrive. Des animaux qui se retrouvent à des endroits où ils ne devraient pas être. Normalement, rendus là, ils sont confrontés un peu aux lois de la sélection naturelle et puis des erreurs de parcours ou des erreurs de décision qu'ils auront pris, qui les auront menés dans des habitats comme ça qui ne sont pas les leurs. Donc, c'est très difficile d'expliquer pourquoi elle s'est rendue là. Peut-être qu'elle suivait de la nourriture, peut-être qu'elle a été effrayée par quelque chose, dérangée, ou peut-être que c'est un jeune en apprentissage qui a pris les mauvaises décisions aussi. Ou peut-être qu'elle avait des problèmes cérébraux. Peut-être, tu sais, dans le film Nemo, là, Doris, le poisson qui se perd, elle oublie. Est-ce que ça arrive, ça? Il peut avoir des troubles? Bien, quand on regarde, souvent, c'est chez des espèces de cétacés comme les dauphins, il y a effectivement moyen de regarder s'il n'y avait pas des problèmes d'orientation ou quelque chose dans leur système nerveux qui leur faisait un peu perdre le radar. Donc, c'est une des hypothèses, mais souvent... Personnellement, je pense que comme c'est un jeune, puis comme des animaux vagabonds, ça arrive, c'est un cas d'exception, comme on en voit régulièrement chez plusieurs espèces animales, puis faut peut-être pas chercher plus loin que ça Oui, là, en termes écologiques. Voilà, elle est arrivée là. Mais là, l'eau qui n'est pas salée, combien de temps elle aurait pu vivre? Est-ce que ce type d'orcale à bosse peut quand même vivre très longtemps dans de l'eau qui n'est pas salée? Bien, pas très longtemps, parce que n'y a aucune espèce de baleine qui est faite pour survivre dans de l'eau salée. Il y a quelques espèces de dauphins... de l'eau douce, oui. Il y a quelques espèces de dauphins qui peuvent faire ça, comme un dauphin, d'ailleurs, en Amazonie, qui vit dans des rivières. Mais pour les baleines, les grands cétacés, aucune espèce de baleine n'est capable de survivre dans un milieu comme ça. Ce qui peut arriver, elle peut rester là quelques semaines, mais à long terme, pour du long terme, c'est vraiment pas un environnement qui est viable. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça lui fait, de l'eau douce? Qu'est-ce que ça change, en fait? Bien, en fait, juste au niveau de la nourriture, c'est pas un écosystème qui est fait pour supporter son alimentation normale. Ça, à court terme, c'est pas si grave parce que ces baleines-là, quand elles vont dans le sud, l'hiver, elles mangent pratiquement pas. Elles sont à peu près 10 de leur régime alimentaire. Quand elles reviennent nous voir, par contre, c'est parce qu'on est leur garde-manger, puis elles viennent parce qu'elles ont faim, puis c'est le moment de s'alimenter dans leur année de vie. Donc, elle peut pas rester très longtemps dans un habitat où il n'y a pas vraiment la nourriture adéquate pour elle. L'autre chose que ça peut faire, l'eau douce, c'est créer à long terme des maladies de peau. Ce qui n'était pas encore le cas là, pour cette baleine-là. Elle semblait être quand même en bonne santé. Puis un autre truc qui est probablement inquiétant à long terme, c'est que l'eau salée versus l'eau douce, bien, on n'a pas la même flottabilité. Puis pour une baleine de cette taille-là, malgré le fait qu'elle soit adaptée à la nage, peut-être, c'est probablement pas la cause principale, mais peut-être que ça devient plus difficile de nager dans de l'eau douce pour une baleine. Et là, elle remontait, donc elle était dans la bonne direction, elle remontait le fleuve pour aller vers, ultimement, Québec et chez vous. Mais elle était dans la voie maritime du Saint-Laurent.
Donc, elle a heurté un navire, manifestement. Oui, il semblerait qu'il y ait eu c'est la cause la plus probable à la nécropsie à date d'une collision avec les navires. Mais vous savez, ces cétacés-là, leur principale cause de mortalité, peu importe où elles sont puis qu'est-ce qui leur arrive dans la vie, c'est pratiquement toujours des causes d'origine humaine. Donc, il y a des empêtrements dans des engins de pêche qui étaient moins une menace dans le coin de Montréal parce que c'est pas une zone de pêche qui est très importante. Mais sinon, interaction avec les humains, dérangement par le bruit, collision avec des navires. Si cette baleine-là avait à mourir, on était probablement assez certain que ça allait être une cause d'origine humaine. Malheureusement, c'était de notre faute. Bon. Je vais vous montrer un tableau quand on voyage, puis on va dans votre coin, puis plus bas encore, on voit dans à peu près tous les hôtels, là, les baleines du Saint-Laurent. Bon, petit rorqual, rorqual commun, rorqual bleu, rorqual à bosse, beluga, cachalot, épaulard, marsouin, dauphin. La bonne nouvelle, c'est que l'orcal à bosse, ça va bien, la population, là. Oui, c'est une espèce qui, après avoir été assez décimée du temps de la chasse, est bien remontée à force d'efforts de conservation puis de tout ce qu'on a fait pour essayer de protéger cette baleine-là. C'est pas le cas de toutes les espèces que vous voyez sur votre tableau parce que des 13 espèces de cétacés qu'on a dans le Saint-Laurent, il y en a la moitié qui sont en péril pour différentes raisons. Donc, c'est une mortalité qu'on a vue à Montréal qui est anecdotique, qui est très triste. C'est très difficile de voir ça, évidemment, mais des baleines, il y en a plusieurs qui sont menacées, puis que c'est leur quotidien d'être menacés à une mortalité comme ça. Qui sont les plus menacés, Mme Morissette? Lesquels? Chez nous, là, le rorqual bleu, dont on n'entend pratiquement jamais parler parce que c'est des baleines qui meurent un peu dans l'oubli. Elles flottent pas, elles vont couler au fond. On les voit rarement mortes. Donc, elles n'ont pas ce pouvoir-là de nous scandaliser quand elles meurent. Sinon, la baleine noire, dont on a parlé plusieurs fois dans les dernières années à cause de son retour dans le golfe du Saint-Laurent et ses interactions avec les pêcheurs, entre autres. C'est une baleine, il reste 400 individus, donc très en voie de disparition. Le beluga dans le Saint-Laurent, dont on entend souvent parler aussi, est une espèce qui est en voie de disparition. Donc, il y en a la moitié de nos cétacés pour lesquels ça va pas très bien en ce moment. Bon. Donc, on peut pas dire que le tableau, pour tout le monde, est joli. Les choses vont dans la bonne direction, là. Il y en a, oui, mais d'autres, non, là. Oui, exactement. Puis évidemment, bien, ceux pour qui ça va bien, ça demeure des vitrines incroyables de la preuve de ce qu'on peut faire quand on se donne la peine de les protéger. La baleine à bosse en est un bel exemple. C'est un ambassadeur, c'est un exemple de ce qu'on a réussi à faire à force d'efforts de conservation. Il faut faire la même chose pour les autres espèces pour lesquelles on ne se désole pas autant parce qu'elles ne sont pas à Montréal en train de se donner en spectacle puis à attirer l'attention. Mais on a des espèces de cétacés qui forgent notre économie, qui attirent le tourisme au Québec. Quoi faire de mieux, Lynne Morissette, en terminant? Je pense que la clé, c'est de travailler ensemble. Et puis, pour ces espèces-là, on n'a pas vraiment le luxe ou le temps de se chicaner à pointer des coupables. Les meilleurs connaisseurs de la situation, c'est les gens de l'industrie qui sont sur le terrain. Puis la meilleure solution ou les choses les plus efficaces qu'on peut faire, bien, il va falloir les faire en concertation pour s'assurer que tout le monde qui a des idées puisse mettre la main à la pâte pour trouver des solutions à la protection de ces baleines-là puis de notre Saint-Laurent. 30 secondes. Comment vous expliquez, Mme Morissette, ce lien affectif que les hommes ont vis-à-vis les baleines? On l'a vu là, depuis quelques jours. Bien, c'est des animaux qui sont très charismatiques, hein, puis qui supportent souvent un écosystème au complet. Quand on a des baleines dans un écosystème, ça veut dire que le reste va bien aussi. Voilà. Donc, c'est des ambassadeurs, puis si on veut protéger les baleines, bien, on protège aussi tout le reste. Donc, pour nous, c'est des espèces qui sont extrêmement importantes, pas juste parce qu'elles sont belles, mais parce qu'elles protègent le reste de l'écosystème. Il y a quelque chose de noble dans leur présence. Lynne Morissette, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Salutations aux gens de Rimouski. Merci. Oui. Au revoir.